Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali, la plus grande mine d'or du pays placée sous administration provisoire par la justice. Le tribunal du commerce de Bamako a décidé ce lundi de placer la mine de Loulo-Goukonto, détenue jusqu'en janvier par Barrick Gold, sous administration provisoire. Il naît à la suite d'un différend entre l'État malien et la société qui exploite ce gisement, la société canadienne Barrick Gold. Finalement, la justice a décidé ce lundi, puisqu'elle a été saisie dans cette affaire, elle a décidé de placer la mine sous administration provisoire, ce qui permettra à l'État malien de pouvoir l'exploiter. L'État malien qui normalement possède 20% de cette mine et 80% détenu par l'exploitant canadien. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Edo. On vous nomme affectueusement l'ambassadeur des États du Sahel sur ce plateau. Le Mali vient de prendre le contrôle de cette mine, du moins provisoirement, puisque la mine est placée sous administration provisoire par la justice ce lundi. Vous savez, le Mali, comme les autres pays de l'AES, continue de reprendre le contrôle, la souveraineté économique sur les ressources naturelles pour l'exploiter et pour l'intérêt des populations. Et donc, depuis 6 mois déjà, depuis le début de l'année en cours, il y a un différend, des litiges entre l'État malien et cette société canadienne. Vous savez aussi que depuis l'année dernière, en mai 2024, je crois, déjà l'année dernière, le Mali a réformé le code minier, son code minier, et donc du coup, ce qui a commencé par agir sur la gestion de l'or. Et vous savez, ce gisement aurifère est le plus grand au monde, et donc qui est détenu l'un des plus grands depuis la part la société canadienne donc qui avait 80%. Qui se taillait donc la part de Lyon, donc avec 80% et 20% pour le Mali. Et donc, avec cette situation, le Mali, comme je le disais tout à l'heure, donc ne fait que réitérer sa souveraineté économique, protéger les intérêts économiques de la nation qui avait été bradée par les régimes précédents à des compagnies occidentales. Et donc, finalement, la justice a été saisie et qui décide une administration provisoire de la gestion de ce gisement minier. Je crois quand même que c'est aujourd'hui un aboutissement quand même de cette volonté de laisser au pays, même au Mali, d'exploiter les ressources naturelles. C'est vrai, quand même dans les tests, depuis 2024, cette société aurait quand même payé une partie au Mali, mais on estime qu'il y a des impayés. Avec la réforme, on lui réclame des millions de taxes à payer. Avec des réformes, peut-être que la société dit que la loi ne doit pas être rétroactive, parce que c'est en 2024 que le code minier a été réformé. Je crois que dans ce domaine plus précis, les autorités maliennes, je crois, ont des éléments, naturellement, ont de la matière pour pouvoir justifier ce fait. Mais juridiquement, en termes juridiquement, la loi n'agit que pour l'avenir. Et donc, c'est ça qui crée le différend. C'est ça qui crée l'incompréhension jusqu'à présent. Mais les autorités maliennes estiment que cette société a tellement bénéficié, a tellement fait des recettes, 80%. Vous voyez, 80%, c'est vrai quand même que tout ce qui... Ça n'était pas imposé au Mali. L'investissement, il fallait, c'est-à-dire, en termes de ressources naturelles, il faut de grands investissements pour pouvoir l'exploiter. Peut-être ce que nous, en Afrique, nous n'avons pas. C'est pourquoi on fait appel aux compagnies occidentales qui ont de gros moyens pour pouvoir investir. Et du coup, à la fin, ce qui nous revient, vous vous rappelez de cette affaire du phosphate au Togo, où les gens avaient... Le Togo n'avait que
49, moins de 49%, et c'est quand le président Edema a décidé que la nationalisation de ces sociétés à l'époque. Donc, je pense que aujourd'hui, les 6 mois vont permettre donc à ce pays, au Mali, de protéger les intérêts nationaux. Pasteur, et par la suite, on verra s'il faut continuer, s'il faut refaire le chemin perdu ou bien continuer avec les sociétés nationales du Mali. Alors, justement, est-ce que ça n'a pas finalement l'air d'un forcing de la part de l'État malien qui, avec cette décision de justice, va reprendre carrément le contrôle? On se rappelle, en janvier, ils avaient débarqué, ils ont pris quelques tonnes d'or, ce qui a poussé d'ailleurs Barry-Goldar à cesser 3 tonnes normalement, ce qui a poussé Barry-Goldar à cesser les productions. Oui. Depuis janvier, les productions sont aux arrêts. Maintenant, rouvrir la mine, d'ailleurs, un administrateur a déjà été nommé pour cela, rouvrir la mine dans les brefs délais et l'exploiter pendant 6 mois. Est-ce que ça n'a pas vraiment l'air d'un forcing? C'est pour éviter d'ailleurs que dans ce litige, que la société ne soit pas fermée. Donc, l'État malien et la société peuvent continuer les échanges jusqu'à ce que peut-être on aboutisse à un terrain d'attente. Mais je crois quand même que dans la dynamique des autorités maliennes, les 6 mois vont passer et puis bon, ça va directement changer de cap. Est-ce que là, finalement, on n'est pas en train de pousser Barry-Goldar à la porte sans avoir le courage de le dire clairement, puisque vous avez refusé de nous payer les arriérés, on vous met à la porte? On est ça plus facile comme ça de le dire tout simplement. Les matières sont à nous. Si nous décidons... Justement, pourquoi ne pas les dire clairement? Si nous décidons de le prendre et pour l'exploiter nous-mêmes, je crois qu'il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu nous tends autour du pot? Non, mais il n'y a pas de tunnel de pot. Je crois que la justice est venue. Donc, il y a un problème entre deux parties. Mais la justice est venue donc couper le pot à la deux. Quand la justice prend sa décision, ça va à l'avantage de l'un. En attendant qu'on soit... Mais vous voulez que ça soit l'avantage du Canadien? Non, je n'ai pas dit cela. Non, pas du tout. Puisque la décision de justice va forcément aller à l'avantage de l'un, pourquoi ne pas trancher définitivement? Oui, mais pourquoi la société aussi ne veut pas payer des impayés, enfin, ce qu'on lui suppose des impayés et respecter les clauses du test directement. Les clauses. Mais il lui revient d'offrir, d'avancer l'offre pour qu'on puisse savoir ce qu'elle devait. De toutes les façons, le Mali est dans une dynamique, et cette dynamique-là, c'est la nationalisation des sociétés, mais le Mali aussi des ressources minières. Le Mali a annoncé à plusieurs reprises s'ouvrir aux pays qui veulent collaborer avec lui, mais en respectant sa légitimité, et sa dignité et sa souveraineté. Est-ce qu'en faisant cela, le Mali ne fait pas peur aux investisseurs? Non, le Mali ne fait pas peur aux investisseurs. Le Mali crée plutôt les conditions pour que ceux qui vont venir exploiter ces ressources puissent respecter, puissent le considérer en tant que le pays. Je rappelle qu'il y avait un ancien code minier que Barry-Goldar respectait. Vous savez que le Canada fait partie de ces pays de l'Occident qui mènent la vie dure aux pays de l'AES. Donc, il faut aussi finalement regarder, le Canada aussi entre dans la danse. Il faut aussi regarder cet aspect. Quand nous parlons de Canada, il faut voir les alliés. Vous savez, est-ce que finalement, on n'est pas en train de partir du terrain économique et du monde des affaires pour aller carrément sur un terrain politique? Non, justement, les deux sont intimement liés. Ça ne fait pas peur finalement? Non, ça ne fait pas peur. Pourquoi ça fait peur? Puisque les deux sont intimement liés. Oui, est-ce que ça ne décourage pas les investisseurs? Mais ça va décourager, mais quand vous venez, respectez les tests de la maison. Mais les tests qui ont été modifiés entre-temps. Respectez les règles qui vont dans l'intérêt du Mali que dans l'intérêt des sociétés, plus des sociétés occidentales. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Robert Kossigan à côté. La mine de Loulo-Goukonto est placée sous administration provisoire. Ça va durer pendant 6 mois. Le temps qu'on voit s'il faut carrément la retirer à défaut de consensus. Peut-être aussi que durant cette période, les deux parties vont pouvoir s'accorder sur quelque chose. Oui, je dis c'est une opération malsaine, disons les choses par leur nom. C'est une décision de justice, je rappelle. Mais écoutez, justice aux ordres, bien sûr. Parce que, pasteur, nous savons que je ne sais pas si une jurisprudence peut permettre à ce qui se passe actuellement se passe dans un pays de droit. On dit la loi n'est pas rétroactive. La loi minière qui était là a été respectée par la société canadienne. Maintenant, si aujourd'hui on lui réclame des arriérés, des années d'exploitation passées par une nouvelle loi minière, je pense quand même que c'est gauche. C'est totalement gauche. Et soit, moi je serais plus d'accord, comme l'a fait Papa Yadema avec
la CTMB qui est devenue OTP, ben, il a pris la société, il a nationalisé, point, c'est tout. S'ils étaient partis directement nationaliser leur truc, moi je serais plus d'accord. Mais saisir 3 tonnes d'or avec de l'argent que la société avait payé normalement, avec les impôts qui lui ont été alors soumis, les assiettes fiscales qui lui ont été soumises, il a payé, la société a payé. Maintenant, on ferme, on lui demande de payer encore pour les années d'exploitation antérieures. Aucune loi ne permet pas ça. Mais c'est la loi qui a permis à la justice malienne de placer cette Écoutez-moi, est-ce que tu as bien lu le code minier? Vous savez, il faut lire le code minier. Est-ce que la loi est rétroactive ou c'est une jurisprudence qui demande à ce que les années antérieures soient payées? Nationaliser, c'est votre chose. Nationalisez-la et puis on part. Point, c'est tout. Que de vouloir prendre, c'est comme le chat et la souris, on prend un peu, on crée des choses. Maintenant, qu'on nationalise la société minière, qu'elle devienne propriété malienne et qu'on la gère bien pour que les Maliens et les Maliennes puissent en profiter. Point, c'est tout. Moi, je ne suis pas dans... Vous auriez aimé plutôt une nationalisation. Une nationalisation pure et simple. Et que les nouvelles autorités maliennes prennent les dispositions pour que ça soit géré à l'avantage du grand nombre. Avant d'arriver à la nationalisation, il faut une période transitoire. Il faut une période transitoire. Non, ça fait trop de faux. Ce n'est pas parce que vous êtes ambassadeur de ces pays-là qu'il faut les supporter quand il faut du faux. Non, il n'y a rien de faux. Le panafricanisme que moi j'aime, c'est le panafricanisme qui est droit. Voilà. Vous voulez votre chose, prenez-la. Que de faire Non, c'est une transition, je dis. La transition, est-ce que Pasteur, ils sont dans une logique de transition ou bien plutôt dans une logique de règlement selon les tests internationaux, puisque justement Barry Gold a saisi le CIRDI aussi pour se prononcer sur cette affaire. On attend toujours qu'il se prononce, mais pour le moment, c'est la justice malienne qui décide de placer la mine sous administration provisoire. Ah oui, puisque Pasteur intervenait pour relancer la question. Il a déjà parlé. Alors, je disais tout à l'heure, Robert à côté, Barry Gold ne compte pas s'en tenir à ça. L'opérateur a saisi le CIRDI, mais que vaudra la décision du CIRDI face à une décision de justice du Mali qui va bientôt être exécutée? Les Maliens ont pris de coups et la société canadienne et CIRDI que vous appelez. Oui. Eux, ils ont déjà pris leur décision. Est-ce que CIRDI qui est une cour supranationale, c'est un centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. C'est une juridiction supranationale. Donc moi je pense quand même que l'État malien va suivre ce que leur justice a dit, puisqu'ils sont dans le souverainisme. Voilà, c'est leur chose. Personne ne peut leur dénier ça. C'est leur chose, c'est leur propriété, c'est le bien malien. Ils veulent leur bien qu'ils nationalisent, on passe à autre chose. Vous n'êtes pas contre le fait que le Mali repossède cette mine, mais c'est la procédure qui ne vous plaît pas. Non, quand je vois ce que les Indiens nous font, les Indiens, les Allemands nous font avec nos calcaires, moi je suis plus d'accord qu'on nationalise et que ça profite aux Maliens. Plutôt une nationalisation, qu'une réclamation d'arriérés de taxes à payer. Qu'on nationalise et qu'on mette de bons gestionnaires qui puissent gérer la chose sans corruption et à l'avantage de tous les Maliens. Merci beaucoup à vous, Robert Konsigan Akwete. Credo TT, la mine de Loulo-Goukonto est placée sous administration provisoire. C'est ainsi la décision de la justice malienne en attendant que les CIRDI se prononcent. Oui, Guillaume, il faut retenir que c'est le tribunal de commerce de Bamako qui a pris cette décision de mise sous administration provisoire pour une durée de 6 mois. Le site de Loulo-Goukonto est dans l'intérêt suprême du Mali. Et la mise sous administration obéit à 2 outils ou bien 2 intérêts. Le premier, c'est protéger les intérêts économiques du Mali, selon les informations. Et le second, c'est justement de relancer les activités d'extraction. Il faut éviter la fermeture. Qui était à l'arrêt depuis janvier sur le site de Loulo-Goukonto. Donc là, voilà les motivations qu'on retrouve derrière cette décision de justice. Et je crois que c'est une décision qui entre dans le cadre de la souveraineté même du Mali. Quitte maintenant aux géants canadiens d'employer les mécanismes déjà en place
pour essayer de se faire entendre. C'est vrai, le site là, c'est un site qui est de mine d'or, qui est géré par Barrick Gold, et cela génère aussi bien des intérêts pour le Mali, mais beaucoup plus pour le géant canadien. Il nous en souvient également qu'il y avait eu une mésentente ou bien des guéguerres entre le Mali et le géant canadien qui ne se sont pas accordés sur les taux de pourcentage, même sur l'emploi en termes de pourcentage de ressources humaines du Mali. Donc le Mali a pris ses responsabilités. Je crois que c'est de bonne guerre. Et si le géant canadien qui a eu déjà à investir assez de millions, pour ne pas dire 2 milliards, dans la chose, se trouverait lésé, il y a les voies idoines pour réclamer. Est-ce que ces voies idoines vont pouvoir faire pression sur le gouvernement malien? On connaît comment le Mali est aujourd'hui. On sait que c'est les militaires qui sont au pouvoir. On sait que cette affaire dure depuis plusieurs mois déjà. On sait qu'une justice malienne a donné sa décision. Est-ce que vous pensez que s'il y a une décision contraire, le Mali va l'exécuter? Non, mais je me pose la question. Quelles sont les marges de manœuvre de ce géant canadien? Les marges de manœuvre, donc, aujourd'hui ne sont plus du côté du Mali, de la justice malienne. Le géant canadien n'a de recours qu'à faire au niveau de l'international. Le recours sera formulé. Mais est-ce que ce recours sera prospéré? Ça, c'est la grande interrogation. Parce que on ne peut pas, même s'il y a des mécanismes supranationaux, donc je ne pense pas qu'une décision extérieure à la justice malienne va s'imposer au gouvernement ou bien aux premiers responsables du Mali. Vous savez, il y avait déjà eu des indices qu'on arriverait à cette situation, mais des indices qui n'ont pas été vite exploités par le géant canadien. Quand il s'était agi de revoir le taux de pourcentage en termes d'intérêt ou bien d'engagement dans la mine d'or, donc il y avait eu le premier couac, et le fait que l'État malien se soit montré assez réticent dans une seconde mesure devrait faire réfléchir le géant canadien pour dire le pire est devant. Et aujourd'hui, avec l'habillage a été tellement fait, ce n'est pas une décision politique des nouvelles autorités maliennes, mais c'est une décision de justice et de surcroît du tribunal du commerce de Bamako qui est habilité à connaître de ces genres de litiges. Donc, est-ce que le géant canadien ne va pas juste vociférer, mais dans la réalité n'aurait pas assez de marge de manœuvre? Est-ce que ça ne fait pas peur aux investisseurs étrangers, une telle situation? C'est un couteau à double tranchant. Donc les investisseurs étrangers pourront se poser la question. Est-ce qu'il faille aller investir des milliards et du jour au lendemain se retrouver en conflit avec la justice? Donc, et c'est également lorsque une bonne gestion sera faite de cette administration provisoire, peut-être que dans une autre dans un autre cas, ça peut relancer même la venue d'investisseurs. Mais disons a priori, ça aurait comme ascendant de repousser les investisseurs étrangers. Donc il va falloir maintenant que les autorités maliennes puissent trouver les mots justes et parfaits pour essayer de convaincre les investisseurs, pour dire que tous les investisseurs sont les bienvenus et que ce ne sont pas uniquement les débouchés russes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.